Mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. On parle d'eux tout le temps. En tout cas, on parle d'eux depuis le début de la crise diplomatique entre l'Algérie et la France. J'allais dire crise depuis le début du conflit. Ils sont à la une des médias algériens, des médias français. On parle d'eux tout le temps sur les réseaux sociaux. On parle d'eux dans les discussions, même de café, les discussions familiales. Eux, c'est qui? Ce sont les opposants algériens. On prête aux opposants algériens une certaine responsabilité dans la crise actuelle entre l'Algérie et la France. On va encore plus loin. Certains responsables algériens, certains dirigeants algériens, même des médias algériens, quelques partisans du pouvoir algérien prêtent aux opposants algériens une responsabilité quasi absolue dans plusieurs crises systémiques qui menaceraient l'Algérie elle-même. Les opposants seraient des traîtres, seraient des harkis, des sionistes, des agents du Makhzen, des agents des Émirats. Quand ils ne sont pas les agents de la France, ce sont les agents d'Israël. Quand ils ne sont pas les agents d'Israël, ce sont les agents de quelqu'un d'autre puissance. Les opposants algériens sont diabolisés, sont détestés, évoqués par la presse algérienne. Et aujourd'hui, même la presse française et internationale s'intéresse à eux. Et depuis le début du scandale MLDZ, scandale de séquestration, d'enlèvement avec des soupçons de tentative de meurtre et d'entreprise terroriste, comme l'a qualifié la justice française, les opposants algériens sont devenus même aujourd'hui des objets d'affaires d'État. Mais qui sont-ils ces opposants? Et est-ce que l'Algérie les déteste vraiment? Ou est-ce qu'elle a raison de les détester si elle les déteste? Et peuvent-ils jouer un rôle dans un avenir proche? C'est l'objet de ce débat auquel nous avons voulu vous inviter, parce qu'il était temps de briser les tabous, il était temps de briser le silence et d'aborder les sujets qui fâchent en toute franchise et en toute sérénité aussi. Et pour parler de ce sujet très complexe, j'ai l'honneur et l'immense plaisir d'accueillir sur mon plateau deux vrais opposants. Et après, on va essayer de définir qu'est-ce que c'est qu'un vrai opposant, qu'est-ce que c'est qu'un pseudo-opposant, si cette terminologie peut être requise. Alors, j'ai l'honneur et l'immense plaisir d'accueillir avec moi aujourd'hui Elias Jabali. Elias Jabali, marhaba bik. Marhaba bik. Merci beaucoup pour votre invitation, Abdou. Je rappelle que tu es fondateur de plusieurs collectifs citoyens depuis le début du Hirak en France, que tu es très impliqué dans la mobilisation citoyenne ici en France, plusieurs collectifs dont tu vas nous parler tout à l'heure quand on va les citer plus tard, et qu'aujourd'hui, toi-même, tu fais l'objet d'une campagne de dénigrement, justement, tu vas nous en parler plus tard. Tu milites donc pour le changement démocratique en Algérie et tu te définis clairement comme opposant. Absolument, je me définis comme opposant, politique ou pas, en tout cas opposant, ayant pour finalité changer le régime, changer la gouvernance de façon à un régime démocratique et de citoyenneté, tout simplement. Et j'ai l'immense plaisir aussi d'accueillir avec nous quelqu'un que nous aimons beaucoup, qui est maintenant un habitué de nos plateaux, Bouzid Amirouche. Marhaba bik Bouzid. Merci pour cette invitation. Je suis très honoré d'être parmi notre ami M. Jbeli. J'espère que nous pourrons apporter un éclairage pédagogique à la situation. Bon, je t'ai qualifié tout à l'heure de vrai opposant parce que tu as plus de mérite que nous, parce que tu viens t'installer en France que depuis récemment. Donc, tu as vécu toute la crise politique en Algérie de 2019 pratiquement à 2021-2022. Et donc, tu as été sur le terrain, tu as été dans une situation particulière, donc tu vas nous la décrire tout à l'heure, où tu t'es opposé au régime algérien, tu t'es senti en danger, là tu es ici en France. Donc, tu as un regard assez perspicace aussi de la situation actuelle, quoi. Et ceux qui sont restés en Algérie, en réalité, ont un peu plus de mérite que nous, parce qu'ils résistent, ils font face encore à cette machine de répression qui est humainement très difficile à supporter, très difficile à vivre. Alors justement, Lies, récemment, il y a un article qui a... Moi, j'ai jamais vu d'article sur toi auparavant. Tu étais vraiment, jusque-là, l'un des opposants les plus épargnés, peut-être par le régime algérien. Mais récemment, un média proche du régime algérien t'a qualifié de sioniste, a utilisé tes photos, voilà, des photos de vacances, tu vas nous raconter, etc. Comment tu as vécu cette expérience et quelle est ta vision? Pour toi, d'abord, quelle est ta définition de l'opposant? Qu'est-ce qu'être opposant? Et comment se fait-il qu'aujourd'hui, il y a un tel déferlement de haine sur les réseaux sociaux, dans les médias algériens, contre ce que nous pouvons appeler les opposants? Comment on est arrivé jusque-là? Alors que je rappelle que dans l'histoire de l'Algérie, il y a des opposants qui ont toujours existé. Il y a eu des opposants avant même l'indépendance du pays, juste après l'indépendance du pays. Et depuis l'ouverture démocratique, entre guillemets, à la suite d'octobre 88, l'Algérie, être opposant en Algérie, ce n'est pas quelque chose de nouveau.
historiquement parlant, et des opposants existent en Algérie depuis plus d'une trentaine d'années. Alors, comment se fait-il qu'on arrive à détester les opposants aujourd'hui? Moi, personnellement, je suis opposant dans le sillage du Hirak depuis février 2019. Le Hirak a drainé tout sur son passage, a éveillé les esprits, les consciences, qu'il est temps de changer la nature du régime en Algérie de façon pacifique. Selmia, c'est l'un des piliers importants du Hirak. Donc, je me considère opposant algérien, pas une minorité, à une forme de gouvernance. Cette gouvernance, c'est une gouvernance très autoritaire. Je ne sais pas si on peut la qualifier du dictatorial ou pas. En tout cas, c'est une forme de gouvernance qui n'a plus lieu d'exister, qui n'a plus lieu d'être. Elle est dépassée par le temps. Hein. Tout le monde est sorti dans ce Hirak pour demander, la revendication principale est une revendication politique, pour demander au régime de changer, d'ouvrir les espaces médiatiques, pour l'implication politique de la société civile, pour l'ouverture de la presse, une presse libre, transparente, une liberté d'entreprendre, en tout cas la liberté tout court. C'est la raison pour laquelle je me considère opposant et je m'inscris dans ce mouvement noble. C'est un mouvement noble, le Hirak. Ils disent le Hirak, le Hirak, il n'a plus lieu d'être. Non, le Hirak, il a éveillé, il a ouvert les portes, il a permis à une conscience. Avant le Hirak, oui, les opposants n'étaient pas aussi diabolisés. Et moi, je me souviens, je vivais en Algérie, Amir aussi, etc. Il y avait le FFS, il y avait le LCD, il y avait Karim Tabou qui vous pouvez parler, Rachid Nekaz qui circulait à travers tout le pays, il était arrêté mais il était ensuite relâché. Il y a eu des opposants qui ont été emprisonnés avant le Hirak, mais aujourd'hui, on est passé d'une Algérie, paradoxalement, juste l'Algérie post-Hirak, déteste plus ses opposants que l'Algérie de pré-Hirak. Comment se fait-il? Oui, parce que l'Algérie, il faut dire, l'Algérie vit ses heures les plus sombres depuis l'indépendance sous l'ère de Tebboune. Le mandat de Tebboune, c'est le plus répressif, le plus autoritaire. On n'a jamais vu une telle ampleur de répression qui s'est abattue en Algérie. Aussi bien la restriction des libertés, on pourchasse des journalistes, des hommes d'affaires. Ils ont pondu un article 87 bis, qui fait de n'importe quel citoyen qui s'oppose, qui fait une petite publication, un terroriste en puissance. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle tu peux nous raconter ce qui t'est arrivé toi récemment? Moi, écoutez, je suis content comme d'autres citoyens qui subissent un peu cette stigmatisation. Il s'avère que j'ai reçu c'est des amis qui m'ont envoyé un article qui émane le site, il s'appelle Algérie 54, et qui a fait toute une diatribe malheureuse contre moi, disant que je suis un néo-indigène, néo-harki, que je milite que je suis proche de certains mouvements. Voilà, je peux même vous dire ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont avancé, ce qu'ils ont dit. Hein, voilà. Pardon, je ne me suis pas préparé là. C'était. Oui, on a même sorti tes photos. Oui, tout à fait. On a mis tes photos sur ce article. On a tes photos de tes vacances à Malte, c'est ça? Oui, tout à fait. On t'a accusé d'être un agent du sionisme parce que tu as visité un site de culture juive. Oui, tout à fait. Ils disent. Alors, Lies Djubaili, moi-même, ici présent, un agent de l'entité sioniste. Dans le même cadre, il faut noter que parmi cette caste des néo-indigènes, le sinistre, donc je me considère que je suis quelqu'un de sinistre, de vendu, de traître à la patrie, qui a trahi la cause, le serment des Shuhada Allah yarham, le sinistre Lies Djubaili, un agent de l'entité sioniste, qui n'a pas hésité à venir au secours du Merzen en justifiant le bombardement des routiers algériens par l'armée d'occupation marocaine en novembre 2021, dans un poste en date du 5 novembre 2021, ce néo-harki parisien se demandait ce que faisaient des camions algériens au Sahara occidental colonisés par le régime du Merzen. J'ai fait ce poste pour apporter mon soutien à deux compatriotes chauffeurs qui ont perdu la vie. Et je voulais quand même déclencher une enquête, comment ils sont retrouvés sur ce corridor, sur cette route, cette route, elle est très dangereuse, qui sont tombés dans un guet-apens.
Donc, le fait d'apporter mon soutien et de dénoncer, de voir qui derrière ce marchandage poussait 2 camionneurs à prendre une route dangereuse, c'est la responsabilité de ceux qui ont leur donné un ordre de mission de prendre cette route. Moi, je ne suis pas pro-Merzen. Tu n'as pas cautionné pour autant? Non, je n'ai pas cautionné, au contraire, j'ai présenté mes condoléances à ces 2 chauffeurs compatriotes qui ont perdu la vie de façon effroyable sur cette route. Ce que raconte quand même Liès... Et juste, si tu permets, cher Abdou, aussi, je suis parti comme en vacances, comme n'importe quel citoyen au monde qui visite, qui veut découvrir les cultures du monde. Il s'avère que je suis parti à l'île de Malte, c'est une banlieue de La Valette, la capitale, et j'ai pris des photos parce que je suis dans la finance. À côté, il y avait un atelier de confection de soie. Un atelier de confection de soie, et ce n'est pas une synagogue. Et j'ai pris une photo comme tant d'autres devant tant de monuments. Je peux prendre une photo devant le monument Amir Abdelkader, devant l'Arbi Bemedi Rahmou, devant n'importe quel monument, devant un monument d'Einstein. Je veux dire, j'ai pris une photo, ils m'ont considéré que j'ai pris une photo devant, voilà, que je suis envoyé d'une entité sioniste et que je suis pro-Merzen. C'est un délire total. Moi, je me demande, ceux qui sont permis de prendre cette plume et de s'aventurer écrire, je suis désolé, c'est un torchon qui n'a ni valeur ni rien. En tout cas, je suis quelqu'un de propre et je te remercie Non, Liès, c'est intéressant ton témoignage. On n'est pas là pour dire oui, c'est un torchon, c'est sûr. Mais ce qui est quand même, Amiroche, inédit, c'est ce genre de médias. Alors, ils pullulent. Tous les médias algériens sont comme ça. Ils en parlent. Alors, moi, j'ai subi des vertes et des pas mûres. On m'a causé de tout. Il n'y a pas que moi. Et Liès, voilà, il vient d'inaugurer son entrée dans le club des opposants diabolisés et détestés. Ils sont partis jusqu'à chercher, prendre une photo personnelle, ils font tout un travail pour diaboliser, pour salir un opposant à l'étranger. Pourquoi on est arrivé jusque-là? Est-ce que les opposants leur font peur? Pourquoi? On n'arrive pas à comprendre. C'est quoi l'utilité d'aller insulter, diffamer, salir l'honneur et toucher à l'honneur d'une personne qui est juste opposante, qui n'a pas d'armes, qui n'a pas de parti politique, qui n'a pas d'armes, qui n'a pas de milice, qui juste milite pour des idées pacifiques? Je pense qu'il faut comprendre que historiquement, l'Algérie post-indépendante a renié d'abord ses propres enfants qui étaient de vrais artisans de l'indépendance de notre pays, l'Algérie. On sait tous comment les frères d'armes de 1962 sont retrouvés en prison, exilés, voire même exécutés par les tenants du pouvoir post-indépendance. Et que la répression, la stigmatisation, la mise à l'index, l'accusation de traîtrise, de compromission n'est pas quelque chose de nouveau. Ça a toujours été une doxa, une doctrine, un ADN fondateur du régime algérien. C'est pas plus intense maintenant? C'est pas beaucoup plus intense maintenant par rapport à avant? Intense parce que la résistance s'est popularisée et que la cible est portée par des milliers d'Algériennes et d'Algériens. Voilà la différence. Aujourd'hui, grâce justement, comme vient de le dire notre ami M. Jbeili, le Hirak, il a éveillé les consciences. Le Hirak, il a démocratisé la résistance. Les Algériennes et les Algériens ont adopté cet espoir, cet engagement pour libérer le pays, libérer le peuple algérien de cette oppression, de cette dictature, parce qu'il faut mettre les mots sur les processus. Effectivement, le pouvoir algérien est une dictature. Du moment où il fait de la répression, du moment où il met des Algériennes et des Algériens pour des opinions politiques qui sont positives, il les met en prison du fait qu'il institutionnalise une réglementation qui met en prison les activistes politiques. L'article 87 bis, pour une opinion exprimée, te met en prison. La stigmatisation, la classification d'organisations terroristes pour des mouvements politiques, mais aussi l'embrigadement, l'emprisonnement des journalistes, ce verrouillage-là politique et médiatique qui se resserre autour des Algériens, travaille un seul objectif, il travaille l'intérêt de la mainmise de la junte militaire
de sa mainmise sur le pouvoir, sur les institutions. Et aujourd'hui, en 2025, cette répression, elle est accentuée par cette stigmatisation de toutes celles et tous ceux qui s'expriment en dehors justement du discours officiel. Voilà la situation. Lies, apparemment, l'article est sorti en 2023. Il n'est pas d'aujourd'hui, l'article de ce BD, de ce torchon-là. Je ne sais pas si c'est un écart de langage de dire torchon ou pas. En tout cas, moi, j'ai dit torchon parce que c'est une atteinte à mon intégrité. Oui, il y a ma réputation, c'est ça. Enfin, oui, d'un citoyen qui est propre. Hein. En fait, cet article il est sorti en 2023, mais il a été réactualisé récemment en 2025. Récemment, en avril 2025. Donc, il y a un suivi, il y a un acharnement, etc. Maintenant, est-ce que cette campagne, selon vous, elle a un impact sur la population? Est-ce que les opposants sont détestés par les autorités, par les hauts responsables qui ont peur que le Hirak revienne, qui ont peur que la résistance populaire reprend le contrôle de la rue, etc. Est-ce qu'elle a un impact sur la population? Vous ne pensez pas que maintenant, même des Algériens lambda, y compris celles et ceux qui étaient avec le Hirak, commencent à adopter les mêmes arguments de cette propagande, de ces propagandistes qui salissent et qui réduisent les opposants à des harkis? Non, je ne pense pas qu'il y ait un impact sur la population, parce qu'il ne peut pas y avoir un impact sur la population pour une raison très simple, parce que la population algérienne, c'est une population maintenant, elle est politisée, elle est éveillée. Et quand il y a cet éveil, on peut pas, l'impact, il a du mal à pénétrer dans le subconscient, de dire attention, c'est des traîtres ou pas. Je pense que le citoyen algérien sait faire la différence, il sait faire ses propres analyses et dire qui apporte ou qui n'apporte pas. Forcément, la population algérienne sait que le régime est un régime qui fait de la propagande à outrance. Et qui travaille que pour ses intérêts. Il sait que c'est un grand manipulateur qui manipule les masses. Il sait qu'il mue à chaque fois pour se perpétuer et pour avancer ses pions. Donc forcément non. Mais on laisse la population libre de se faire une opinion. De se faire une opinion. Est-ce que c'est vrai que la population... Est-ce que tu ne penses pas que même la population est contaminée quand même? Parce que derrière les réseaux sociaux, il n'y a pas que des mouches électroniques. Il y a aussi des vrais profils. Il y a des vrais Algériens et Algériens, des vraies personnes qui répètent et qui sont nourries parce qu'ils ont... Cette propagande, elle est intense. C'est H24. C'est évident qu'il y a un pan de la société qui s'est imprégné justement de ce discours officiel véhiculé par une société médiatique très présente en Algérie. Et que, paradoxalement, l'échec de cette stratégie de communication du pouvoir le pousse à actionner des leviers de violence. Et ces leviers de violence, on les voit agir ici en France, sur le territoire européen aussi. On voit bien les dérives, les déroutes de l'action des services de sécurité algériens en France, notamment l'affaire de MLDZ, l'affaire des influenceurs algériens qui appellent au meurtre des opposants. C'est ce qui renseigne sur cette déroute, cette fragilité de l'action psychologique, de l'action politique, de l'action médiatique du pouvoir du régime algérien. Mais à ne pas sous-estimer l'action de ces services sur le plan physique et sur le plan psychologique. Parce que l'appel au lynchage, l'appel au meurtre, l'accusation de traîtrise, la publication d'articles ciblant des personnes bien définies qui activent dans le cadre de la diaspora, qui essayent de conscientiser, de faire de la mobilisation. Cette action des services algériens, elle met en danger une bonne partie des animateurs de la diaspora en Europe. Ceci dit, je pense que sérieusement que cette stigmatisation, elle n'est pas nouvelle, elle a toujours été utilisée. On se souvient des années 70, 80 et même 90, comment des opposants politiques ont été réduits à des caricatures. Ceux qui ont signé, par exemple, les accords de contrat de Rome, ils ont tous été accusés de tout, alors qu'à la venue à la venue de Bouteflika au pouvoir, il avait appliqué toutes les résolutions du contrat de Saint-Égidio, à l'exception de l'alternance
au pouvoir. On voit bien que le seul souci de ce régime algérien, c'est de s'accaparer le pouvoir politique. Il n'a rien à faire de l'idéologie, de l'islamisation ou pas de la société algérienne. Est-ce que l'IS, l'intensité de cette propagande qui veut, encore une fois, discréditer, salir, rabaisser, humilier, mépriser les opposants, est-ce que peut-être son intensité, je ne veux pas dire ses succès, je ne sais pas, on est peut-être tous d'accord pour dire qu'elle n'a pas réussi à 100%, ou peut-être elle a réussi auprès d'une certaine catégorie de la population algérienne, mais est-ce que son intensité s'explique aussi par la faiblesse de l'autre côté des opposants algériens qui n'ont pas su se structurer, créer des médias communs, répondre à cette propagande par des contenus de qualité, faire du check, checker toutes les fake news, etc., diffusées par le pouvoir algérien. Est-ce qu'il n'y a pas une des faiblesses du côté de l'opposition algérienne qui s'est effritée, qui s'est effondrée, là, après la répression policière, judiciaire, etc., les menaces, finalement cette propagande médiatique a fini par provoquer son effondrement. Mais la propagande, tout d'abord la propagande médiatique du régime ou du pouvoir algérien, tôt ou tard, elle est contre-productive finalement. In fine, elle doit s'arrêter, elle va se retourner de façon négative. Donc elle n'a pas d'avenir. Une propagande n'a pas d'avenir. Rien que par le mot, déjà, propagande n'a pas d'avenir. On a vu des régimes durant la Seconde Guerre mondiale, ou même des régimes avant, ils se sont éteints parce que quand ils s'appuient sur la propagande, ça peut pas fonctionner, ça peut pas marcher. Maintenant, quand tu poses la question si c'est corrélé, si c'est lié à la faiblesse des opposants. Oui, mais on ne va pas revenir à chaque fois dire que peut-être, je dis peut-être et peut-être, oui, avant j'ai dit que parmi celles et ceux qui appelaient à la structuration du Hirak, à l'organisation du Hirak, il y a sa structuration. Parce que je veux dire, une structuration, un mouvement, quand il n'est pas structuré de façon horizontale, c'est bien pour quelque temps, mais à un moment donné, il faut que l'horizontalité devienne verticale, forcément. Quand elle devient verticale, c'est-à-dire le mouvement, il est prêt à être structuré, à être organisé. Peut-être la faiblesse du Hirak ou des opposants, ils n'ont pas su se structurer, ils n'ont pas su travailler ensemble, peut-être on ne sait pas travailler ensemble, et c'est ça, il faut dire les choses. Peut-être on n'a pas trouvé la méthode adéquate pour travailler ensemble. Quand on travaille ensemble, on nous sort le côté idéologique. Est-ce qu'un islamiste ne peut pas travailler avec un démocrate? Le démocrate est pour des fondamentaux démocratiques, il est pour des libertés. L'islamiste peut-être il est pour une autre vision. Je suis désolé, c'est-à-dire cette Algérie appartient à tout le monde. Moi je suis démocrate progressiste, je le dis. Je suis démocrate progressiste, je suis laïque, je veux un État de droit démocratique et de citoyenneté pour tout le monde. Il faut être inclusif parce que l'Algérie, c'est très cosmopolite, c'est un melting pot de plusieurs courants idéologiques. Le plus important, c'est que c'est les fondamentaux démocratiques. In fine, c'est eux qui doivent primer. Nous militons pourquoi? Pour un État démocratique. Moi, personnellement, si je me suis impliqué bec et ongles, cœur et âme dans ce Hirak, c'est pour pouvoir voir un jour un pays comme le nôtre, un État de droit démocratique. On est d'accord là-dessus. Oui, tout à fait. Oui. Pour revenir à la diabolisation des opposants, oui. Qui quand même, nous sommes dans une phase inquiétante. Hein. C'est que peut-être, Amirouche, toi tu m'as dit que ce n'était pas une première, tu en avais l'habitude, mais on est tous d'accord que l'intensité actuelle, elle est inédite. Là, on parle, la télévision de l'État est mobilisée, la PS elle est mobilisée, les réseaux sociaux sont mobilisés, les responsables du régime algérien, même Abdelmajid Tebboune, le président, on n'a pas eu des anciens. Est-ce qu'on a eu dans l'histoire d'Algérie un président de la République qui insulte ses détracteurs, Khaberji, etc., la 5e colonne, je ne sais pas quoi. On dirait qu'on a l'impression qu'il y a une sorte de schizophrénie actuelle qui règne en Algérie. Et vous me dites que ça touche qu'une minorité, que la majorité des Algériens et des Algériens sont restés immunisés. Mais maintenant, est-ce qu'à l'heure actuelle, à la lumière de l'évolution politique actuelle en Algérie, est-ce qu'être opposant, c'est toujours possible? Est-ce que ce n'est pas une espèce en voie de disparition? Tout le monde s'est exilé, tout le monde est en prison, tout le monde est sous contrôle judiciaire. Il n'y a qu'une minorité qui parle. Est-ce que cette minorité ne va pas finir par être dégoûtée ou par disparaître? Je pense qu'il faut prendre
de vrais indicateurs. Je veux parler là, par exemple, du Front social en Algérie, des syndicats autonomes. Ces syndicats autonomes, ils sont en phase d'être normalisés. Après la normalisation des partis politiques, les syndicats autonomes sont en train d'être normalisés. D'ailleurs, il y a 3 mois de ça, il y avait des syndicats, par exemple de l'éducation et de la santé, qui appelaient à une grève autour de revendications socio-professionnelles, qui pouvaient aboutir sur d'autres revendications, sur une revendication beaucoup plus globale du respect du travailleur et par extension du citoyen. Oui. Mais là, le pouvoir, il a fait fonctionner la machine, il a fait de la répression administrative en institutionnalisant des lois qui remettent en cause le droit de grève. Et les syndicats se voient piégés par cette loi et obligés de renoncer à leur engagement de mobiliser leurs adhérents sur le terrain. C'est le cas des syndicats connus, être de vrais syndicats autonomes comme le CNAPEST, la Confédération des syndicats autonomes, qui n'arrivent pas à formuler un mot d'ordre de grève autour de revendications socio-professionnelles. Et le pouvoir, qu'est-ce qu'il fait face à ce verrouillage? Il offre, par exemple, 3 années de bonus pour les enseignants pour la retraite. Vous voyez comment est-ce que le pouvoir... Il essaie d'acheter la paix sociale. Mais il le fait. En fait. Il n'essaye pas, il le fait. Et c'est immoral de la part du pouvoir politique, du pouvoir du régime algérien de faire ça, d'une part. D'autre part, votre question, elle relance le débat sur l'actualité des menaces. Je pense que la réalité de la menace, d'abord, elle est réelle en Algérie, d'abord. D'abord en Algérie, qu'il faut savoir que des avocats, des journalistes, des citoyens, ils sont emprisonnés pour avoir exprimé des opinions. Et c'est l'occasion de citer le cas de Karim Tabou, Fethi Ghabas, Abdelwakil Blam, Mohsen Belabès, Ihsan El-Qadi, par exemple. Alors, d'abord, cette menace, elle est vécue par les Algériennes et les Algériens en Algérie. Et par extension, la diaspora, elle subit ce revers. Et historiquement, nous savons que la diaspora, elle a toujours apporté sa contribution de résistant contre toutes les oppressions qu'a connues l'Algérie. Et aujourd'hui, cette oppression s'appelle le régime algérien. Et c'est tout à fait normal que la diaspora se mobilise autour de comités, de fédérations, de structures, d'ONG, pouvant exprimer des revendications légitimes de démocratisation de la vie politique, de la vie sociale, de la vie économique de l'Algérie. La dérive, c'est que le pouvoir algérien, il est en déroute. La débâcle diplomatique, elle renseigne sur l'état d'esprit de nos dirigeants. La gestion d'humeur du président de la République, Abdelmajid Tebboune, qui se permet de qualifier Flan et Flan de Khabarji. Non, pire, il y a eu des insultes. Je fais référence à ce qu'a dit sur Boualem Sansal. Ça renseigne de sa mère. Ça renseigne de père inconnu. Oui, ça renseigne sur la qualité des dirigeants que nous avons et ça explique nettement cette faillite. Le communiqué de la diplomatie algérienne sur la MLDZ. Oui. Un État, la première fois, le ministère algérien des Affaires étrangères qui qualifie un cyberactiviste de voyou, d'énergumène. Il y a une violence qui est inouïe. Alors, cette violence, est-ce que vous avez tenté d'expliquer au départ par le Hirak, etc. Le Hirak, ça fait 5 ans qu'il n'y a plus de Hirak. Pourquoi le régime est aussi violent à l'égard de ses opposants? Parce que tout d'abord, le régime ne veut plus entendre parler du Hirak. Pour lui, c'est une page terminée, c'est une période révolue qui a vécu 100 ans
Et tout simplement, il ne veut pas cette... D'ailleurs... Mais surtout parce qu'il est en panne de projet. Tout à fait. Parce que peut-être il est en panne d'idées, parce qu'il n'a pas d'autre alternative à proposer. Il n'a pas de projet politique à proposer pour l'Algérie, pour les Algériennes et les Algériens. Il n'a pas d'autre alternative, il ne veut pas une autre alternative. Il est en panne de projet. Il est en panne d'idées, de projets, pas d'autre alternative. Il ne veut pas de hirak, il ne veut pas d'opposants, si ce n'est des opposants de façade ou des partis inféodés à lui pour appliquer sa feuille de route. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous et je profite de cette occasion pour rendre hommage à celles et ceux qui résistent en Algérie, celles et ceux qui sont sous les menaces, qui risquent, je veux dire, à toute heure d'être conduits en prison. Nous, la diaspora, moi j'ai toujours dit, la diaspora, c'est une force d'appoint en fait. C'est une force d'appoint et c'est une force importante pour apporter notre soutien à ce qui se passe en Algérie. Parce que imaginons si la résistance s'arrête en Algérie, si la diaspora n'entreprend pas cette résistance, ne prend pas le relais. Elle a abandonné aussi. Non, on n'a pas abandonné. Non, on n'a pas abandonné. La vérité, Elias, mais à part quelques collectifs par-ci, par-là, il n'y a plus de la flamme du Hirak dans le sein de la diaspora algérienne, elle s'est éteinte. Je dirais même plus, quand on voit là, avec les influenceurs et la crise diplomatique entre l'Algérie et la France, une partie importante de la diaspora prend même la position de la défense du régime. On le voit bien. Non, il y a une explication logique. D'abord, le désenchantement provoque une forme de recul par rapport à une situation tant espérée par les Algériens et les Algériens et la diaspora. D'abord, un. Deux, nous comprenons que ce recul puisse servir de rampe de lancement de nouveaux mouvements et que principalement la diaspora est un prolongement de l'expression de l'espoir politique qui vivent en Algérie. En Algérie, aujourd'hui, il y a un recul par rapport à l'engagement politique parce que la situation, elle est très dangereuse, elle est très verrouillée, elle expose Est-ce que le populisme n'a pas fait, le désenchantement dont tu parles, est-ce qu'il n'a pas donné ou l'a offert un boulevard royal au populisme? Et on voit aujourd'hui, avec quelques augmentations de salaire, avec 1 million de moutons, en emprisonnant quelques spéculateurs, entre guillemets, en traquant, après avoir traqué les opposants, on traque les vendeurs de bananes, de pommes de terre, de viande, etc. Et une partie de la population commence à se dire, finalement, ce régime n'est pas aussi mauvais que cela. Voilà, il nous défend, il nous donne des moutons, il nous donne des augmentations de salaire. Et est-ce qu'il n'y a pas la tentation populiste? Elle n'a pas finalement pris le dessus sur l'héritage socio-démocratique du Hirak? C'est un sentiment que je ne partage pas parce que la situation elle est encore plus difficile en Algérie. Il faudrait savoir qu'à l'heure actuelle où nous parlons, le pouvoir il parle de loi de mobilisation. C'est-à-dire il est passé à autre chose. Alors que l'Algérie, c'est vrai qu'il y a une situation géopolitique très instable. Il y a aussi un dirigisme algérien de la part du pouvoir algérien qui est amateur, mais ça ne justifie pas que le pouvoir s'oriente vers une loi de mobilisation qui fait peur, qui replace les Algériens dans un cadre d'anxiété, qui fait rappeler aux Algériens un contexte historique très douloureux, très douloureux. Je parle aussi d'avant 90, parce qu'il n'y a pas que les années 90 qui constituent une période qui porteuse de peur, d'anxiété, etc. Je pense que les Algériens, ils ont toujours ce souvenir de ces années de guerre, qu'il ne faudrait pas revivre ça et que le pouvoir il joue sur cette fibre parce qu'il est en train de voir que... du coup, on ne veut pas la guerre en Algérie, on fait la guerre aux opposants. Tout à fait. C'est ça, les opposants sont devenus des victimes expiatoires. Moi, j'étais parmi ceux qui, durant les années fortes du Hirak, dans les 2020-21, parmi ceux, et je le dis je ne gamberge pas, et je le dis avec force et conviction, j'appelais à faire la désobéissance civile, ou bien à une grève générale des actifs, pour pousser de façon pacifique, bien sûr toujours dans la silméa, le pacifique, parce que la désobéissance civile,
Ce n'est pas une épreuve de force morale faible, au contraire. Citoyenne, vous voulez dire une désobéissance citoyenne. J'étais parmi, et appelé aussi à faire une grève générale, appeler des entreprises comme Sonangaz, comme Sonatrach, je veux dire leurs actifs, je veux dire de se mettre du côté du peuple et de se mettre au droit de bataille de façon pacifique pour que le régime ne serait-ce que bouger les lignes rouges. Mais après, pour être honnête avec vous, j'ai un rétropédalage de ma part et je rejoins Améloge parce que pourquoi? Parce que la situation en Algérie est très difficile. La situation financière est difficile, la situation économique, le tissu social est complètement décousu. Mais c'est pas les opposants qui sont responsables de cette situation. Oui, mais c'est-à-dire que quand les Algériens nous insultent nous, là, t'insultes toi, ou les insultent Améloge, ou les mettent des ailes, etc. Ça ne va pas améliorer la situation de l'Algérie. Oui, mais ça qui est responsable de cette situation? Ceux qui sont responsables de cette situation, c'est le régime. C'est lui le détenteur de la finance publique, c'est lui le détenteur de la force publique, c'est lui qui ne veut pas ouvrir, c'est lui qui a tous les moyens. La balle est dans le camp du régime. Le régime ne veut pas démocratiser le pays, alors que les opposants poussent à la démocratisation du pays. C'est très simple, l'équation est simple, elle est seule connue. Vous avez en face un régime qui est complètement sclérosé, dont le logiciel est figé dans les années 70, qui ne veut pas s'ouvrir et qui veut rester dans le pouvoir jusqu'à l'éternité, qui veut un grand pays comme le nôtre. Il faut l'ouvrir, il faut le décentraliser. Et vous avez des opposants, tant bien que mal. Ce sont des opposants, tant bien que mal. Vous savez, dans toute révolution, il y a un temps creux. La Révolution française, elle a démarré en 1789. Après les années de terreur de 1793, la Révolution, elle est partie en vrille dans tous les sens. Il y avait des ennemis de la Révolution, les partisans, les amis. Après, doucement, ce pays est devenu un pays républicain. La Révolution... C'est dans le temps long, c'est le temps long, Abdou. Les révolutions se construisent dans le temps long. Même l'opposition se construit dans le temps long. Mais je suis d'accord avec vous, la diaspora, elle n'a jamais travaillé la main dans la main. C'est notre problème. On n'arrive pas à travailler ensemble. On n'arrive pas à converger nos idées ensemble. Soit vous avez des radicaux, des radicaux où la ligne elle est radicale, qui ne laisse aucune place au pragmatisme et à l'espace à l'autre, et à laisser l'espace au doute. Quand on laisse l'espace au doute, on comprend et on avance ensemble. Et vous avez aussi d'autres opposants carrément qui sont de l'autre côté, je veux dire, qui sont complètement dans une situation ubuesque où ils considèrent que la révolution, que ce hirak est bel et bien mort et que maintenant il faut laisser le temps au régime algérien, il faut lui laisser le temps. Il n'y a pas une vision dichotomique, on n'est pas dans une dichotomie. Le régime ne veut pas changer, le régime il est comme ça, il est fidèle à ses convictions, c'est de rester, la dictature elle est en place, il veut l'instaurer à jamais. Maintenant on nous parle de mobilisation générale, on n'est pas en temps de guerre. Pourquoi créer une telle anxiété, une angoisse au sein du peuple pour dire qu'attention que le pays s'isole? Eh bien, qui a isolé l'Algérie? Qui a isolé le pays? Ce n'est pas les opposants, ce n'est pas le peuple. Eh bien, c'est le régime qui a isolé notre pays. C'est le régime complètement qui se trouve isolé. Moi, j'ai lu sur un petit article sur le Figaro, vous allez me dire, attention, c'est un article de droite, il est toujours en contresens de la vérité, mais je ne vais pas dire, quand même c'est un journaliste très rare, il a dit que le régime algérien, en fait, le régime algérien, il s'isole. Il n'a que la Tunisie, parce que la Tunisie, elle est tributaire de notre pays. De l'aide, hein, c'est ça. Et qui sont les pays qui sont avec nous? On est quasiment, on s'isole, quasiment, on se dirige vers un comportement à la nord-coréenne, tout simplement. Maintenant, l'avenir. Alors, l'avenir pour conclure. Quel est l'avenir de l'opposition algérienne dans le contexte encore actuel? Est-ce que dans les 3 ou 4 années à venir, vous espérez une amélioration ou cette diabolisation outrageante ou outrancière, elle va se poursuivre encore et encore en provoquant peut-être des dégâts jusqu'à commettre l'irréparable, à mettre en danger l'intégrité physique même des opposants? Le danger, il est réel. Il est réel d'abord en Algérie et par extension, il touche aussi la diaspora qui est en Europe. Mais pour comprendre justement cette situation, il est important de mettre en évidence qu'il y a encore un rapprochement, une coopération très étroite avec la Russie. Et que cette coopération, cette russification de l'Algérie, elle montre une voie
porteuse de danger pour notre pays. Aujourd'hui, l'influence de la géopolitique grandit c'est-à-dire de façon visible sur les décisions du pouvoir algérien qui a pris une orientation contraire aux intérêts de notre pays parce que l'avenir de l'Algérie s'inscrit dans le cadre du bassin méditerranéen et non pas dans sa coopération avec une des plus grandes dictatures de ce monde qui est la Russie. Tu es optimiste? Très pessimiste. Tu es optimiste, mais c'est pour les 3-4 années à venir? Les 3-4 années à venir, l'Algérie, elle est isolée. On nous dit que la Russie... Je parle par rapport à l'opposant, par rapport à la place des opposants, par rapport à au rapport que le pays va entretenir. Non, il faut être... Les autorités du pays vont entretenir avec les opposants. Est-ce que cette diabolisation va se poursuivre encore ou elle va se diminuer? Qu'est-ce qui va se passer? Il y a deux choses. Il y a deux choses qui ont une vie précaire, en fait, donc qui est toujours déterminée dans le temps. C'est la propagande et la stigmatisation. La propagande et la diabolisation. On va diaboliser l'opposant jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Je pense, et on va faire la propagande jusqu'à quand? À des limites. Ils mettent les moyens pour faire de la propagande. Ça, c'est contre-productif, je l'ai dit tout à l'heure. Là, on va diaboliser tous les opposants. Maintenant, on va diaboliser tous les Algériens qui veulent changer, qui appellent au changement démocratique de leur pays. Je pense, à mon avis, je préfère rester optimiste. Quant à la Russie, je suis désolé, on nous dit que la Russie est notre allié naturel. Je vous dis que la création, peut-être tu es au courant, Abdou, la création de l'Africa Corps, c'est une initiative russe. Il vient de mettre 300 au nord du Niger. On est complètement cerné. Vous avez les Haftar qui est ce qu'on appelle le rouage. Donc, Ilyes, on va continuer à insulter les opposants, à les diffamer, à les diaboliser pour détourner l'attention du public sur des vrais problèmes. Moi, je dis que le régime n'a pas d'autre solution. Le pessimisme de la Méloche est justifié. Oui, moi je dis oui, tout à fait. Mais vous savez, Alexandre le Grand, c'était pas Alexandre le Grand, le Macédonien, sur son lit de mort, on lui dit qu'est-ce que vous gardez comme espoir? Pourtant, c'est un grand conquérant, Alexandre le Grand. Il disait l'espoir. On est humain. À partir du moment où on est en vie, il faut garder une certaine forme d'espoir. Oui, je partage. Moi, je ne veux pas être fataliste, mais peut-être un peu de pessimisme, certes. Mais je pense que le pays devrait s'ouvrir et que le régime algérien n'a pas d'autre solution que d'ouvrir le pays et d'émanciper son peuple et la nation. Et c'est important. Et de faire place à ces opposants qui ne cherchent que le pays progresse de façon démocratique. On ne peut pas cadenasser un pays comme l'Algérie jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Je veux dire, les limites sont visibles, sont prévisibles. Le régime doit revoir sa feuille de route, doit recomposer son équation qu'il est isolé, et il a isolé le pays, et que le peuple algérien est au courant de ce qui se passe dans le pays. Il est au courant sur l'économie. Notre économie, elle est en train de battre de l'aile. Que acheter des gens, le mouton qui on le vend à 40 000 dinars, il est subventionné à 60 000 dinars et le coût réel, c'est 100 000 dinars. Ça, c'est des coûts éphémères. Mais jusqu'à quand? La revendication principale du Hirak, ce n'est pas une économique. Je suis désolé. La revendication principale du mouvement, c'est la revendication politique. C'est le changement, c'est la démocratie. Pourquoi? Quand vous avez un pays démocratique, un état de droit, tous les problèmes identitaires, sociaux, économiques, vont se résoudre une par une. C'est ça, parce que quand vous êtes dans un état de droit, les questions subsidiaires seront, je veux dire, satisfaites une par une. Voilà, moi je me permets, via cette tribune, de dire au régime, il est temps de s'ouvrir. Il est temps de s'ouvrir. Il n'a pas d'autre choix. Vous avez 44 millions d'Algériens qui ont souffert. 47 millions. Hein. 47 millions. On nous prétend en 2030, on aura 50 millions. Plus. Maintenant, il faut penser de la consommation intérieure. Est-ce que le pétrole qu'on va vendre, il va non seulement satisfaire la consommation intérieure, comment réactiver les leviers économiques du pays, comment relancer l'économie du pays, comment relancer l'école dans le pays, comment faire de nos universités un fleuron d'universités en Afrique. C'est ça l'équation, c'est ça le défi majeur de demain.
Merci beaucoup Lies, merci beaucoup Améloge. Voilà, nous avons essayé d'expliquer et de comprendre. Finalement, ce n'était peut-être pas l'Algérie qui déteste les opposants, ce sont les dirigeants algériens qui détestent les opposants. Et ils ont peut-être tort, parce que ce ne sont pas les opposants qui sont la première menace contre pour l'avenir et la sécurité du pays. Il est temps de s'ouvrir, j'aime bien cette phrase, il est temps de s'ouvrir, mais peut-être qu'il est temps de comprendre surtout. J'espère que celles qui nous regardent ont réussi à comprendre. C'est comme ça, moi je vous donne rendez-vous pour d'autres émissions dans les jours à venir pour parler toujours en toute franchise de d'autres thématiques extrêmement sensibles et malheureusement toujours très tabous dans notre pays. C'est comme ça, prenez soin de vous. Merci. C'est comme ça.